Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Ce dimanche, nous recevons sur ce plateau le ministre d'État Habib Sy. Il est le leader du mouvement Vision pour un Sénégal nouveau, Yeesal Sénégal, et membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Bonjour et bienvenue, monsieur Sy. Bonjour, Fatou, et merci de m'avoir invité à votre plateau. Oui, pour briefer un peu notre audimat, Habib Sy, vous êtes commissaire aux enquêtes économiques, diplômé de l'ENAM, ancien ministre d'État, ancien directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade, ancien maire de Linguère de 2002 à 2014, membre du comité directeur du PDS et président du mouvement Vision pour un Sénégal nouveau, Yeesal Sénégal. A-t-on dit l'essentiel? Oui, je pense que vous avez dit l'essentiel. Oui. Et je voudrais profiter de votre plateau pour présenter les vœux les meilleurs à toutes les Sénégalaises, à tous les Sénégalais en ce mois béni du Ramadan. Prier le Dieu Tout-Puissant pour qu'il fasse que le peuple sénégalais lui soit agréable, qu'il fasse de notre pays un pays sûr, un pays de paix, un pays de prospérité, un pays de bonheur. Oui, amen. Une folle et rumeur, aussi souhaiter les vœux les meilleurs au groupe Al-Fadjri, merci, et à la tête duquel se trouve notre ami Sidi Lamine Niasse. Vous féliciter pour l'excellent travail que vous êtes en train de faire. Comme je vous disais tantôt, Al-Fadjri, c'est l'école de la pratique du journalisme. On a l'impression que tous les journalistes du Sénégal sont passés par ici. Bravo pour ce service rendu à notre pays. Oui, merci beaucoup. Une folle rumeur sur la libération de Karim Wade a secoué la capitale sénégalaise durant la nuit du 16 au 17 juin dernier. Étiez-vous au courant? Si oui, comment l'avez-vous vécu? Ben, j'avoue que je l'ai appris le lendemain. Je ne sais pas d'où est-ce qu'est provenue la rumeur, mais on a appris du président Macky Sall que Karim sera libéré d'ici la fin de l'année. Oui. On ose espérer que sa libération interviendra au cours du Ramadan, parce que c'est un mois de grâce. Et nous ne pouvons que nous en réjouir, à l'instar d'ailleurs de la majorité des Sénégalais, parce qu'à l'époque, nous avons proclamé urbi, orbi, que la Cour de répression de l'enrichissement illicite était un monstre juridique qui n'avait pas sa place dans un système de démocratie. Maintenant, je ne sais pas la forme par laquelle Karim va sortir. Est-ce que ce sera une grâce présidentielle? Oui. Est-ce que le président de la République va saisir l'Assemblée nationale pour une procédure d'urgence pour lui accorder une amnistie? Oui. Ou est-ce que ce sera une liberté conditionnelle? Justement, Ou est-ce que ce sera la mise en œuvre de l'avis ou de la décision du groupe consultatif des Nations Unies qui a demandé à ce que Karim Wade soit libéré et qu'il soit dédommagé? Parce qu'au fond, je crois, le groupe de travail des Nations Unies a raison. On lui a fait tort, Karim. Tout le monde le sait, tout le monde est d'accord que son arrestation et sa condamnation relèvent de soubassement politique. Et aujourd'hui, le pouvoir est en train de se rendre compte qu'il a commis une erreur. Comme on en parle, oui. Et s'est rendu compte qu'il a commis une erreur. Oui. Alors, et une grâce, une liberté conditionnelle, de rectifier. Oui. C'est, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Mais pour aller au fond des choses, je crois que pour la vie de notre système démocratique, la CREI mérite d'être supprimée. Avant d'y Le président Abdoulaye Wade, d'ailleurs à l'époque, avait émis l'idée de créer un tribunal au cours des délits économiques. Aussitôt, quand il est arrivé au pouvoir, le président Macky Sall avait dit la même chose. Il faudrait que cela se fasse et qu'il y ait beaucoup plus de justice, qu'il y ait beaucoup plus de démocratie. Parce que la façon dont Karim Wade a été condamné a porté de graves préjudices à notre pays.
D'abord sur le plan économique, vous le savez très bien. Oui, avant de revenir sur la façon dont il a été mis en prison, mais est-ce que je peux savoir si soit une grâce, une liberté conditionnelle ou bien une amnistie, quel est le plus avantageux pour Karim Wade? Ben, je crois que nous, on l'a dit, répété, etc. On aurait souhaité que ça soit une amnistie, que tout cela soit effacé, parce que ça ne repose sur rien de solide. Bon, maintenant, il y a aussi la part de responsabilité de Karim. Je ne sais pas de quoi il va lui-même décider avec le pouvoir, j'en sais absolument rien. Mais à mon avis, ce serait lui rendre justice en appliquant l'avis ou la décision du Conseil du groupe de travail des Nations Unies et après de lui accorder une loi d'amnistie. L'État devra courber l'échine pour le faire. Ce n'est pas courber l'échine, c'est se rendre à l'évidence. C'est ce que je vous disais tantôt, que la Cour de répression de l'enrichissement illicite a porté de graves préjudices au Sénégal. D'abord au plan économique. Tout le monde sait que les investisseurs étrangers ont eu quelques appréhensions. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, le Sénégal n'est pas très bien classé parmi les pays d'Afrique qui attirent les investissements directs étrangers. Il s'y ajoute que on dit que l'argent ne circule pas au Sénégal, mais en partie c'est dû au fait de la CREI. Saviez-vous que pour beaucoup d'opérations commerciales, de grands commerçants, entrepreneurs sénégalais font des contrats à l'étranger et se font payer à Dubaï, en Allemagne, et se font livrer la marchandise ici. Ça, c'est un préjudice pour notre économie. Il s'y ajoute que du point de vue de la démocratie, le Sénégal a été toujours, comme on le dit, une vitrine, un exemple, un modèle. Et ça a terni l'image de la démocratie sénégalaise. Pour toutes ces raisons, c'est pour cela que je vous ai dit tantôt qu'il faudrait supprimer la CREI, il faudrait que Karim Meïssa Wade soit rétabli dans ses droits. Rétabli dans ses droits, c'est ce que j'ai dit tout tantôt. Oui. C'est appliquer, n'est-ce pas, l'avis du groupe de travail des Nations Unies, l'indemniser parce qu'il a été injustement arrêté et condamné, et ensuite effacer le délit qui lui est attaché, et cela ne peut se faire que par une loi d'amnistie. Pourtant, une proche du chef de l'État, l'ex-premier ministre Aminata Touré, nous dit qu'une grâce ne signifie pas que la condamnation doit être maître. Oui, c'est ce que je dis, une grâce, elle a parfaitement raison, c'est-à-dire qu'une grâce, ça n'élimine pas l'infraction, ça n'élimine pas le délit. C'est pour cela que je vous dis, pour le bien du Sénégal, pour le bien de notre démocratie, pour le bien de notre économie, il faudrait appliquer cette décision ou cet avis du groupe de travail des Nations Unies et il faudrait aller vers une loi d'amnistie pour qu'il y ait beaucoup plus de justice dans notre pays. À votre avis, qu'est-ce qui serait derrière cette information qui a des allures de ballon de sonde? Madame, je suis désolé, moi je ne fais pas de Guisani, hein. J'en sais absolument rien. Bon, je le constate au même titre que vous. Peut-être que c'est vous, la presse. Peut-être que c'est du côté du pouvoir, peut-être qu'aussi c'est de notre côté, les gens qui sont pressés de voir notre frère Karim Wade humer l'air de la liberté. Bon, mais je crois que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que très vite, qu'il recouvre sa liberté. Alors, après la libération de Karim Wade, on peut dire si J l'a créé. Oui, je crois qu'il y a un de vos confrères qui l'a titré aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Nos confrères du journal Enquête. Voilà, c'est un bon titre. Il faut supprimer, oublier la CREI, n'est-ce pas? Et trouver autre chose, un tribunal qui, dans l'ordonnancement judiciaire du Sénégal, répondra à plus de démocratie, à plus de justice. Ce qui nous amènera à tout ça pour ça. S'il vous plaît? Après 4 années d'enquête. Oui, ça, ce sont les fautes du pouvoir, qu'est-ce que vous voulez? Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on fasse le bilan de la CREI pour cette affaire. Ils ont dépensé énormément d'argent. Les avocats du Sénégal, les avocats de l'État étranger, etc., les commissions régatoires, etc. Mais c'est des milliards. Est-ce qu'en retour, ils ont pu récupérer autant? Ce qui veut dire que c'est un investissement perdu, à mon avis. Enfin, je ne sais absolument rien, mais c'est ce que je pense. Ce qui veut dire que de tous les côtés, partout par où vous le prenez, la CREI, ce n'est pas bon pour notre pays. Il faut s'en débarrasser. Maintenant, comme disait Napoléon Bonaparte, en politique,
Les mots, on ne les venge pas. Il faut les guérir. Et vous ferez quoi du sort des condamnés de la CREI? Mais c'est ce que je vous dis. On a eu des condamnations après tout. C'est ce que je vous dis. Il faut une loi d'amnistie après, que tout cela soit effacé pour Karim, Bibo Bourgi, Pouy, etc. Le préjudice causé? Quel préjudice causé? Il n'a jamais établi qu'il y a eu Mme Aïda Diong aussi. Oui, tout cela. Enfin, je croyais que vous parlez de préjudice posé contre l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, je ne vois pas. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut indemniser. C'est-à-dire que si on applique comment dirais, l'avis du groupe consultatif des Nations Unies pour Karim Wade, cela pourrait servir de jurisprudence pour les autres, parce qu'ils sont dans le même cas, à mon avis. Et là, réparation de la faute aurait été faite et notre pays se porterait mieux. Pourtant, on avait parlé d'une demande sociale. Oui, mais écoutez, ça, ce sont les politiques qui le disent. Les Sénégalais n'ont jamais dit qu'il fallait prendre les gens de l'opposition, etc., et les mettre en prison. À la limite, si on parle de reddition des comptes, nous avons quand même des juridictions, n'est-ce pas, avisées, rodées, etc. Nous avons des procédures, un code pénal, un code de procédure pénale, etc., etc. Nous avons des organes de contrôle. Vous avez l'IGE, vous avez, comment on appelle, la Cour des comptes, etc. Toutes les vérifications peuvent être faites de façon normale, de façon transparente, dans une bonne gouvernance. Et si des fautes ont été commises par une personne soupçonnée d'avoir délapidé ou détourné l'argent de l'État, elle ne peut pas échapper à ce contrôle. Et tout le monde aurait applaudi. Mais prendre une juridiction d'exception, n'est-ce pas, avec une procédure contraire de tout ce qu'on connaît à travers dans les pays de démocratie, vraiment, c'est ça que nous déplorons et c'est ça qui est mauvais pour nous. Et c'est ça qui a conduit à l'injustice dont a été victime Karim Wade et tant d'autres. S'il est libéré, rejoignez-vous Idrissa Seck qui a parlé d'un deal entre les présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade? Vous savez, je crois que c'est une erreur de communication, je dois le dire que comme ça, de Réumi. On n'a aucun intérêt, nous, à faire un deal. Deal pourquoi? Cela intervient au moment où on a émis un contexte de dialogue entre pouvoir et opposition. Oui, sur le dialogue, vous savez, il y a eu beaucoup de bruit, etc. Mais je voudrais rappeler quand même que les gens doivent savoir et comprendre que le PDS, au plan historique, au plan originel, au plan doctrinaire et programmatique, a été toujours et demeurera un parti de dialogue. Souvenez-vous, le PDS est né du dialogue. En 1974, c'est à Mogadiscio, au cours d'un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, que le président Abdoulaye Wade, quand bien même il avait la possibilité à travers la Constitution, est allé demander l'enjon du président Senghor, n'est-ce pas, pour lui dire que je voudrais créer un parti politique. C'était un dialogue, n'est-ce pas? Et souvenez-vous aussi, aussitôt après, qu'est-ce qu'il a dit? Que le PDS est un parti de contribution. C'est quoi? Qu'il était disposé à dialoguer avec Senghor. Et il a toujours dialogué avec Senghor. En 1991, il a dialogué avec Abdou Diouf. Il est entré dans le gouvernement, il était ministre d'État. Il a réédité en 1995. Il a dialogué. Moi, j'étais son directeur de cabinet, il était ministre d'État d'Abdou Diouf dans le gouvernement élargi de la majorité présidentielle. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons jamais été perdants dans le dialogue. Oui, pourquoi? Parce que le dialogue nous a ouvert les portes du pouvoir. Nous avons été dans le pouvoir, 95-98, je vous l'ai dit, j'étais le directeur de cabinet du ministre d'État Abdoulaye Wade. Mais c'est ce qui, après, nous a permis de connaître comment fonctionne un État et de mieux nous armer pour arriver au pouvoir en 2000. Il s'y ajoute quand même que nous sommes portés par une coalition, bien sûr. Oui. Il s'y ajoute que nous sommes des libéraux. Et l'une des valeurs fondamentales du libéralisme, c'est la tolérance. Et qui dit tolérance, dit dialogue. Cela veut dire l'acceptation de l'autre dans la différence. Les autres, je ne peux pas comprendre qu'un parti libéral, comme nous,
puisse nous taxer de deal en partageant les mêmes valeurs, ayant vécu la même histoire que nous, sachant effectivement ce qui se passe. Je crois que c'est une erreur de communication, mais nous n'avons... Il n'y a pas de deal. Encore que, je vous le dis, ce n'était pas le fait d'aller au dialogue, répondre au dialogue. Ça n'a pas été une décision unilatérale du président Abdoulaye Wade. Il a soumis la question, le problème au parti. On s'est réunis en responsable. Nous avons discuté. Certains étaient d'accord. Le débat a été houleux. Oui, d'autres ne l'étaient pas. Mais la majorité était pour. Au comité directeur, la même chose. Il y a certains qui n'avaient pas compris. Et c'est seulement à la suite d'une décision prise par la majorité du Parti démocratique sénégalais qu'il y a eu l'aval du secrétaire général pour y aller. Donc, il ne peut pas y avoir de deal. Bon, maintenant, la politique étant ce qu'elle est, oui. Chacun a l'attitude, le droit d'apprécier comme il veut, mais je peux vous affirmer ici qu'il ne s'agit pas de cela du tout, et je ne vois pas sur le dos de qui nous avons intérêt à sur dealer. Le dos des Sénégalais. Mais quand même, nous respectons très bien les Sénégalais. Ils nous ont élus, ils nous ont fait confiance, nous avons travaillé avec eux, et pour eux. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons perdu le pouvoir que nous allons nous mettre dans une voie de trahison. Étant au pouvoir, le PDS aussi nous a soumis le protocole de Rebeuss. Ce qui est important, ça c'est autre chose. Le protocole de Rebeuss, c'est vous qui en parlez. Mais ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'il ne faudrait pas que ce dialogue soit une compromission. Et c'est pour cela que je vous dis, le PDS n'a jamais perdu au change. Parce que quelle que soit l'intensité du dialogue, quelle que soit la profondeur du dialogue, nous n'avons jamais eu de compromission. Nous ne nous sommes jamais reniés. On n'a jamais eu de renoncement par rapport à notre volonté de conquérir le pouvoir. Et nous y sommes arrivés. Aujourd'hui que nous sommes en train de dialoguer avec le pouvoir, cela ne veut pas dire que le PDS va freiner son ardeur de reconquête du pouvoir. Voilà la vérité. Et c'est la seule vérité. Oui. Comme disait le président Wade, c'est ça la vraie histoire. Tout le reste n'est que de l'histoire. Même si le ciel n'est pas clair pour votre candidat, Karim Wade. Mais le parti a décidé que c'est c'est son candidat. Je ne sais pas ce que vous appelez un ciel assombri ou un ciel qui n'est pas clair. Oui. Et Karim il est dans les mains de la justice. Et puis, pour le moment. Il est candidat du parti, inévitablement. Bon, et on espère qu'on ira à l'élection présidentielle en 2019 avec lui. Oui, monsieur le ministre d'État, à côté de cette folle rumeur, il y a une dislocation au sein de l'opposition avec deux blocs qui ont été érigés, l'EFOP et le FPDR. Pour ce cas précis, le pouvoir n'a-t-il pas réussi un coup, c'est-à-dire diviser l'opposition? Oui, là aussi, j'ai suivi beaucoup de commentaires sur l'EFOP. Beaucoup de gens disant l'éclatement de l'opposition. Mais souvenez-vous, madame, dans l'histoire récente, en 2012, quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, l'opposition était beaucoup plus éclatée. Vous aviez Macky 2012, vous aviez l'APR, vous aviez l'AFP, vous aviez Benno Siggil Sénégal, vous aviez Benno Tanor, etc. Il y avait une multitude, une foultitude, n'est-ce pas, de pôles dans l'opposition. Et malgré cette diversité et cette divergence idéologique, ça ne leur a pas empêché d'arriver au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, quoi qu'on puisse dire, on assiste progressivement et de façon silencieuse et de façon peut-être même naturelle à une rationalisation dans l'organisation des partis et mouvements politiques. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, l'opposition n'est constituée que de deux pôles. Vous avez le Front pour la défense de la République et vous avez le dernier front qui vient de naître. Il y a aussi les non-alignés. Les non-alignés, c'est autre chose. Ils ne font pas de politique, ils ont été toujours là. Ce qui n'est pas mauvais, à mon avis. Et le gouvernement, l'État devrait y réfléchir. Comment y réfléchir? Est-ce qu'on va continuer à favoriser l'existence de partis politiques pris individuellement? Ou bien est-ce que, pour une meilleure rationalisation, on ne développe pas un système électoral ou un système politique
qui va favoriser progressivement les alliances en rationalisant. Je m'explique pour mieux me faire comprendre. Oui. Par exemple, si on veut financer les partis politiques, bon, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions, etc. Je me posais la question de savoir comment on va financer l'APR, par exemple. Qui est parti au pouvoir? Oui. Mais voilà un parti qui est arrivé au pouvoir, qui n'est jamais allé seul aux élections. Jamais. L'élection présidentielle, au premier tour, l'APR était en alliance. Au deuxième tour, était en alliance. Et c'est par cela qu'il est arrivé au pouvoir. Jusqu'à la fin des temps, on ne connaîtra peut-être jamais ce que représente l'APR. Cela leur a réussi, oui, en tout cas. C'est pour cela que je vous dis, ce qui est en train de se passer dans l'espace politique sénégalais n'est pas une mauvaise chose. Les gens se regroupent par sentiment, par affinité. Ils finiront peut-être par idéologie, par doctrine, etc., et par vision politique de se retrouver. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faudrait, à mon avis, aider à cela, n'est-ce pas, plutôt que d'essayer de limiter la création des partis de la politiques. Famille libérale. Oui. Quelle signification allez-vous donner à cette entente des forces vives de l'opposition, FOP? Mais quelle signification voulez-vous que je la donne? Moi, c'était prévisible. J'avoue que, bon, je savais que ça allait se produire. Si vous avez une bonne lecture du Sénégal, de la politique du Sénégal, et que vous connaissez les hommes qui animent, c'était inévitable qu'ils se retrouvent. Parce que pris individuellement, ils n'ont pas de force de négociation, etc. Et ça peut être un peu trop risqué pour eux. Donc, ils ont bien réfléchi, ils sont regroupés. À la tête de cette coalition, il y a des libéraux comme l'ex-PM Souleymane Ndéné Ndiaye, Fada et Aliou Sow. Oui, bien sûr, ce sont des frères qui sont là-bas, comme Macky Sall lui aussi. C'est un libéral, ne l'oubliez pas. Et nous avons toujours prêché pour la retrouvaille de la grande famille libérale. Peut-être qu'un jour, on va y arriver. Mais ce qui est important, c'est que si vous regardez l'espace politique sénégalais et tous ceux qui ont l'ambition pour diriger ce pays, je crois que la prédiction du président Abdoulaye Wade va se réaliser. Parce que je ne vois pas dans aucune autre possibilité que toujours un libéral 2020, je ne sais pas, 2019, 2022, que ça ne soit pas un libéral. Il y a des forces émergentes. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose d'ailleurs. Regardez les cas de Malick Gakou, Khalifa Sall, Abdoul Mbaye. Bon, ils auront le temps de faire leur chemin. Ils jouent leur partition. Oui, bien sûr, ce sont de grands hommes politiques, mais comparé au PDS, qui est la première force de l'opposition, j'allais dire même la première force politique de ce pays. Je vous l'ai dit tantôt. L'APR, on ne sait pas ce qu'elle représente. C'est une coalition. Nous, au moins, on sait ce que nous représentons. On sait qu'à l'élection présidentielle, notre candidat, c'est 35%. On sait que nous sommes allés aux élections législatives, nous avons eu beaucoup de députés, etc. On sait qu'on a des maires, etc. PDS. L'APR ne peut pas dire la même chose. Vous êtes étiez en coalition en 2012. Le PDS était en coalition. Oui, on était en coalition, mais on est allé après seul. Vous le savez très bien. N'est-ce pas, aux élections législatives, on est allé seul. Ça nous a permis d'avoir un groupe parlementaire. Ce qui veut dire que nous sommes le plus représentatif. Aucun autre parti n'a eu le courage de le risquer. C'est parce que nous voulions nous peser pour savoir ce que nous représentons. Et, je vous l'ai dit, quand bien même nous sommes le parti le plus représentatif, je ne dis pas de l'opposition, mais le plus représentatif de l'espace politique sénégalais, nous travaillons toujours pour des coalitions. Parce que ça figure dans notre programme, et je vous l'ai dit tantôt, notre histoire, notre origine, notre doctrine, notre vision politique, c'est cela, le dialogue, la coalition, les alliances, pour inclure le maximum possible de compétences dans la gouvernance pour un Sénégal prospère. En créant l'EFOP, n'est-ce pas une manière pour Jules Ndéné et compagnie de récuser encore une fois Omar Sarr, qui est le secrétaire général national adjoint du PDS? Oui, mais ça, je crois que c'est un débat terminé chez eux. Depuis qu'ils ont quitté le PDS, le problème ne se pose plus. Mais il y avait une opposition qui s'était rangée dans une dynamique unitaire. Pourtant, il y a une dislocation. Oui, eux, ils ont réglé leur problème à leur manière, c'est-à-dire qu'en quittant le parti. Donc le problème ne se pose plus. Il y avait aussi le front.
Quel front? Ils avaient rejoint le front au cours du référendum. Oui, je crois qu'il y a Souleymane Ndéné qui était dans le front. Oui. Bon, mais le front n'était pas dirigé par Omar Sarr, c'est De Croix qui est le coordonnateur. Oui. Donc je ne vois pas la contestation du leadership de Omar Sarr. Pour eux, je crois que c'est dépassé. Pour Omar Sarr aussi, c'est dépassé parce qu'ils ont pris du PDS. Oui. Au pouvoir, le PDS offrait une armée mexicaine dans ses contours et dans l'opposition, le même cas se produit. Est-ce que cela vous a réussi? On n'a jamais été une armée mexicaine. Si. Nous sommes un parti organisé. Comment? Nous avons un secrétaire général national. Avec tout ce bruit. Nous avons un secrétaire général national adjoint qui est le coordonnateur. Nous avons un comité directeur. Nous avons un secrétariat national. Nous avons un conseil, un pool de conseil du président de la République. Le seul problème qui se pose, c'est la non-acceptation des courants qui explique que des personnes comme moi ont des mouvements à la périphérie du parti. En réalité, ce sont des courants. Et je crois que pour la consolidation, le renforcement de la démocratie dans le parti, on finira par les accepter. Oui. Mais vraiment, le PDS n'a jamais été une armée mexicaine. Nous sommes un parti organisé. D'ailleurs, le président Abdou le disait à l'époque, le PDS, c'est l'un des partis les plus organisés. Nous sommes représentés partout dans le monde où il y a des Sénégalais. Je ne parle pas du Sénégal. Justifie cette dislocation? Quelle dislocation? Il y a beaucoup de Ça, ténors qui sont partis. c'est pas un problème d'organisation du parti. C'est un problème de contestation Ils veulent de leadership. un changement, des réformes. C'est un problème de contestation de leadership. C'est un problème d'ambition personnelle, des fois. N'est-ce pas? Certains veulent être leaders, ils veulent diriger le parti. Ça ne se l'est pas fait, ça ne s'est pas fait. Ils sont partis. Mais ça n'a rien à voir avec l'organisation du parti. Si on respecte l'organisation du parti, ces problèmes qu'ils ont posés ils n'existeraient pas. Oui. Maintenant, vous êtes libre, n'est-ce pas? Que si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se fait dans le parti, si vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui dirigent le parti, si vous n'êtes pas d'accord avec une vision du parti, de le dire en interne pour que vous soyez entendu. Si vous n'êtes pas satisfait, personne ne peut vous retenir. Vous pouvez sortir, créer votre parti, créer votre mouvement. C'est la démocratie, d'autant plus que tout se discute dans le PDS. Et ça, je peux vous l'assurer. Oui. Est-ce qu'elle peut peser lourd sur la balance? Eh bien, je ne sais pas. Ce sont des hommes de qualité, hein, des frères que je connais, avec qui nous avons travaillé dans le gouvernement, etc. Ils ont une base politique, quoi qu'on puisse dire. Chacun dans sa localité représente quelque chose. Mais il n'y a que les prochaines échéances qui prouveront réellement ce qu'ils représentent actuellement sur le landerneau politique du Sénégal. À propos, concernant la revue du code électoral, un marathon de 6 mois a été sifflé. Et à votre avis, les travaux vont-ils déboucher sur un code consensuel? C'est ce qui est souhaitable. C'est ce que nous voulons. C'est ce que veulent les Sénégalais. Et j'espère que les esprits seront ouverts pour aller le plus que possible en profondeur dans cette révision du code électoral, oui, pour que, enfin, définitivement, qu'on organise des élections au Sénégal sans la moindre contestation, comme une grande démocratie. Et c'est pour cela que le pouvoir doit écouter l'opposition. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas organiser les élections au Sénégal. C'est une demande forte de l'opposition. C'est une demande forte du peuple sénégalais. Eux, quand ils étaient dans l'opposition, ils nous l'ont demandé et nous nous sommes exécutés. Pourquoi ne le feraient-ils pas aujourd'hui? Qu'est-ce que ça leur coûte? Rien, absolument rien. Mais vous ne l'aviez pas fait en 2007, jusqu'à aller pour un boycott au niveau de l'opposition. Oui, mais quand même, nous avons répondu à la demande de l'opposition. Vous savez très bien que c'est Cherguet, inspecteur d'État à l'époque, en 2012, qui a organisé les élections. Je les entends souvent dire que c'est Ousmane Ngom. C'est vrai, c'est pas vrai. Ousmane Ngom n'a pas organisé les élections de 2012. N'est-ce pas? Il faudrait qu'on revienne à beaucoup plus de démocratie, trouver une personnalité neutre pour organiser les élections, que cela se fasse le plus normalement possible, comme on le dit, le vaincu félicite le vainqueur, et le Sénégal avance. On n'a pas besoin de ces débats, ces discussions, etc., qui ne font que nous retarder. Qu'est-ce qui pose problème avec Abdoulaye Daouda Diallo? Mais lui-même, moi si j'étais Abdoulaye Daouda Diallo,
j'aurais demandé au président de la République même de me décharger de l'organisation des élections. Comment voulez-vous, vous êtes responsable de première heure de la paire. Vous êtes maire de votre parti dans votre localité. Quand la paire organise des manifestations politiques, vous n'hésitez même pas à exécuter des pas de danse, ce qui veut dire que vous êtes en réjouissance. On l'a vu au Grand Théâtre, n'est-ce pas? Vous êtes la cible de toute l'opposition sénégalaise, n'est-ce pas? Pour beaucoup plus de crédibilité, pour lui, pour son parti, pour son gouvernement, je crois qu'il devrait demander au président de la République de le décharger de cette fonction. Le Sénégal se porterait mieux, son parti se porterait mieux, et les élections se dérouleront de la façon la plus normale possible. Est-il organise les élections législatives? Mais on a des craintes. Le cas risque de se produire. On ne sait pas ce qui va se passer, parce que quand vous êtes sur la table du dialogue, autour de la table du dialogue, quand vous êtes en concertation, c'est un boulevard ouvert. Hein? Tout est possible. Mais je ne serais pas surpris que le président de la République accède à la demande de l'opposition et nomme une autre personnalité chargée des élections au Sénégal. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui se fera. Oui. À l'Assemblée nationale, le président Moustapha Niasse compte saisir le Conseil constitutionnel pour les besoins d'un arbitrage sur les cas de Modou Diagne Fada et Aliou Sow. Sur ce point, parler du principe de séparation des pouvoirs est-il pertinent? C'est triste ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale. C'est la preuve tout simplement de la soumission de nos institutions au subjectivisme de ce qui les incarne. Le président Moustapha Niasse savait très bien ce qu'il faisait. Il sait très bien qu'en respectant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les cas dont on se plaît aujourd'hui ne se présenteraient pas. Modou Diagne Fada ne serait pas président du groupe parlementaire. Aliou Sow, qui a démissionné du PDS, et aujourd'hui, vous le constatez, il est dans notre pôle d'opposition, ne peut pas remplacer, n'est-ce pas, quelqu'un qui est sur la liste du PDS. Ce n'est pas possible. Maintenant, c'est au gré, compte tenu des circonstances, certainement, du dialogue politique, que l'Assemblée nationale est en train de se rattraper. Mais comme le président Niasse ne peut pas suivre la même voie qu'il avait suivie, parce qu'ayant porté entorse au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout ce qui lui reste, c'est le Conseil constitutionnel. Et on estime que le Conseil constitutionnel dira le droit et que le PDS sera rétabli aussi dans ses droits. Et si les 5 sages se déclarent incompétents? Mais on verra. Je ne peux rien présager de ce que diront les 5 sages. J'attends que la décision soit rendue, ou l'avis du Conseil constitutionnel, pour pouvoir me prononcer sur la question. Mais c'est de la faute du président de l'Assemblée nationale et du groupe, n'est-ce pas, de Benno Bokk Yakaar. Il savait très bien ce qu'il faisait. C'était tout simplement une volonté de déstabilisation du PDS. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il se rende à l'évidence. Je ne peux pas comprendre, avec toute l'histoire de ce parti, tout ce qu'ils ont vécu avec eux, avec nous, Léopold Sédar Senghor, ce qui s'est passé avec Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, les prisons, les émeutes, etc., les tentatives de déstabilisation, les débauchages, les achats de conscience, etc. Le PDS est toujours debout. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont le réussir. Il faut qu'ils le comprennent une fois pour tout. Ils l'ont réussi quand même parce que Fada est parti. Il a créé son parti. Mais d'autres sont partis avant Fada. À l'époque où c'était beaucoup plus difficile. On n'avait pas une bonne assise politique sur l'ensemble du territoire national et au niveau international. Vous êtes encore jeune, vous ne connaissez pas l'histoire du PDS. Peut-être qu'un jour on va vous la raconter. Des choses plus graves se sont passées pour ce parti. Il est toujours resté debout. Et eux, ils le savent parce qu'ils l'ont vécu avec nous. Donc, ces tentatives de déstabilisation, à mon avis, ils doivent les cesser. Oui. Ça n'a aucun sens, ça n'aboutira pas. Toujours dans l'actualité, s'agissant de la crise dans l'éducation, Touba et Tivaouane ont eu à désamorcer la bombe. Alors, partant de cela, pourquoi ne pas encore une fois ériger un ministère en charge des cultes? Mais je vais plus loin. Je l'ai dit ici, je l'ai dit sur beaucoup de plateaux, je l'ai écrit sur ma vision des institutions. Au moins, à la place de ce haut conseil, comment on l'appelle pour les collectivités locales? Territorial.
il faudrait, à mon avis, un haut conseil religieux auprès du président de la République. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez tous ceux qui sont sortis des daras, tous ceux qui ont une formation en langue arabe, etc. Tous ceux qui sont des porteurs de pensée de développement économique et politique même, dans l'entourage, dans les cours des foyers religieux, n'est-ce pas, qui ont la capacité même d'analyse politique, des fois plus pointue que nous, qui sommes supposés être des hommes politiques. Il faudrait que le président de la République fasse un système de cooptation, peut-être, je ne sais pas comment il va le faire, enfin moi j'ai mon idée là-dessus, pour qu'il y ait une assemblée où il n'y aura que ces personnes, n'est-ce pas? Parce que ce sont d'abord des personnes morales, ce sont, comme on le dit aussi, des, je ne sais pas comment sociaux, on dit des régulateurs sociaux, etc. Parce qu'ils sont actionnés par les grands marabouts, pour qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes de cette nature qui se posent, et d'autres problèmes d'importance pour notre pays, politique, judiciaire, donc vous faites économique, au Conseil du dialogue social. Attendez, c'est différent, c'est tout à fait différent, ça n'a rien à voir avec le Conseil du dialogue social. Là, c'est inclusif. Parce que si vous regardez l'ordonnancement institutionnel de notre pays, c'est une frange importante, ou bien des franges importantes de la nation sénégalaise qui sont exclues. Je l'ai dit, je le répète, parce que notre État a emprunté une trajectoire d'exclusion, nos institutions de façon particulière, n'est-ce pas? Parce qu'on se réfère essentiellement, on fait une pâle copie de ce qui se passe dans les pays occidentaux. Alors que nous avons d'autres réalisés, nous avons une autre culture, etc. N'est-ce pas? Et ces gens-là, à chaque fois qu'il y a des problèmes, le président de cette nature ou autre peut leur demander leur avis. Mais le système colonial le faisait quand même. Il y avait un comité consultatif des affaires musulmanes. Le colon, qui avait le pouvoir temporel, à chaque fois qu'il avait des problèmes ou des décisions qu'il voulait prendre qui concernaient dans certains domaines l'ensemble des populations sénégalaises, il le consultait. Mais est-ce là dire que le colonisateur est plus intelligent que nous? C'est ça que je dis. Il faut que ce problème soit réglé. Et que c'est tout à fait heureux, et on ne peut que le saluer, que Touba, Tuawa est intervenu pour qu'il y ait un règlement de ce problème de l'enseignement. Mais l'enseignement au Sénégal, c'est un grand problème. Moi, je veux qu'on aille au fond du problème de l'enseignement. Causé par les régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays. Oui, les régimes, etc., etc. Bon, mais moi, j'ai mon idée là-dessus. D'abord, vous savez, il y a un problème de ce que j'appelle une valorisation immatérielle de l'enseignant. Le président Ouad l'avait compris parce que c'est un enseignant. Il a voulu créer les assises pour le statut de l'enseignant. Pas de l'enseignement, de l'enseignant. C'est-à-dire ce que représente l'enseignant en tant qu'individu dans le corps social. Ce qu'il représente dans le corps social qui formate notre peuple. C'est ça que j'appelle la valeur immatérielle de l'enseignant. Beaucoup plus de considération, etc., etc. Mais si cette valeur immatérielle n'est pas attachée à l'enseignant en tant que personne, la vie est en fait, à mon avis, de deux choses essentiellement, pour parler de façon philosophique. Vous remplissez on passe notre temps à remplir des vides, et notre deuxième temps à vider le trop-plein. Et s'il n'y a pas de valorisation immatérielle de l'enseignant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un vide. Qu'entendez-vous par valorisation immatérielle de l'enseignant? Oui, je donne un exemple par exemple. Oui. Vous voyez toutes ces concertations qui se font et qui intéressent la nation sénégalaise. On n'y associe pas les enseignants. Les pauvres, ils ne sont même pas invités à la fête de l'indépendance. Et c'est pourtant eux qui nous forment. Il faut reconnaître la valeur de l'enseignant d'abord pour pouvoir lui parler. Mais si cela ne se fait pas, si vous ne reconnaissez pas l'enseignant cette valeur, mais comment il réagit? Il y a un vide. Et pour remplir ce vide, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait par une contestation existentielle matérielle. Et après, c'est quoi? Il va plus loin, des grèves,
bloquer le système, etc. C'est valable pour les médecins. Vous imaginez un médecin qui fait 8 ans de formation, 11 ans pour être spécialisé, aucune considération. Même du point de vue traitement salarial, c'est pas honorable la façon dont nos médecins sont traités. Tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut revoir dans ce pays. Malheureusement, souvent, quand les gens gouvernent, ils ne font pas très attention. Pourtant, on accuse le président Wade. On dit que c'est lui qui a créé tous ces dysfonctionnements au sein de l'administration. Je ne le pense pas. Le président Wade, quand il est arrivé, il avait le souci d'augmenter et d'améliorer les conditions d'existence de tous les corps de l'administration. Surtout des magistrats. Oui. Les magistrats, peut-être, ont bénéficié plus que d'autres. C'est des options politiques. Comme il le disait, il faut fonctionner de façon dynamique. Aujourd'hui, on fait les magistrats, demain, on fera les autres. Mais aucun corps n'a été épargné. Les administrateurs civils, les sorties de l'ENA, les impôts et domaines, tout le monde, les enseignants eux-mêmes. N'est-ce pas? Il y a eu vraiment une augmentation substantielle du traitement des enseignants. Il demandait l'alignement des indemnités. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est parce que, quelque part, il y a un problème subjectif et immatériel qui doit être réglé pour que l'enseignant se sente bien dans sa peau, pour qu'il puisse mieux enseigner. Parce que si l'enseignement ne va pas, mais c'est tout le système, c'est tout le pays qui s'écroule. Un mauvais système d'enseignement, c'est un avenir sombre pour notre peuple. Or, vous ne pouvez pas avoir l'ambition d'être émergent, vous ne pouvez pas avoir l'ambition d'avoir une croissance à 2 chiffres si dans votre politique que vous mettez en œuvre, vous donnez la possibilité à des corps, n'est-ce pas, de se réveiller, fermer les écoles, fermer les universités, fermer les hôpitaux et arrêter le transport. Ce n'est pas intelligent. Et c'est parce que tout simplement, il manque une certaine vision et une gouvernance plus inclusive, une meilleure considération et une meilleure valorisation. La valorisation, ce n'est pas tout simplement matériel. C'est important. Nous sommes des Sénégalais. Comment il faut nous enseigner, etc. Mais et là c'est dommage parce que il faut du temps pour corriger. Moi, j'ai discuté avec des enseignants. Je croyais qu'en 5 ans, 10 ans, on peut régler le problème. Mais certains experts me disent qu'il faut 20 ans. Car cela le tienne. Si cela est nécessaire pour qu'on ait l'un des meilleurs systèmes d'enseignement en Afrique et au monde, il faut le faire. Et que feront les potaches entre-temps? Moi, je veux que dans tous les domaines en Afrique, que le Sénégal soit number one. Et je veux que dans tous les domaines dans le monde, le Sénégal soit dans les 10 premiers. C'est dans l'ordre du possible. Oui. Nous en avons les capacités. Mais c'est un problème de vision et de gouvernance. Oui. Revenant à cette médiation, peut-on dire que le pouvoir religieux est une réalité au Sénégal? Je vais vous dire, madame, je l'ai dit ici l'autre jour aussi, ici à Ouattara. L'État du Sénégal n'est pas un État laïque. Ce n'est pas un État laïque. Pourquoi? C'est une théorie tout simplement. Parce que vous le constatez. L'État est traversé de façon diffuse par les influences religieuses. N'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre certaines décisions au niveau du Sénégal sans consulter certains foyers religieux. Même le gouvernement que composent les différents gouvernements, vous voyez toujours qu'il y a un quota pour les chrétiens. Ah oui. Même si on ne le dit pas. Cela se fait. Regardez, depuis Senghor, Abdou Diouf, etc., Abdoulaye Wade, mais on dit toujours qu'il faut qu'il y ait un chrétien au moins dans le gouvernement. Nous ne sommes pas un État laïque. C'est une fausse appréciation. On est dans quel État? Mais je ne sais pas, c'est un État hybride. Mais on fait beaucoup de théories sur la laïcité. À mon avis, ce n'est pas. C'est un débat intellectuel qu'il faudrait soutenir, développer, mais c'est la vérité. L'État du Sénégal n'est pas un État laïque. Et c'est pour cela qu'il y a l'intervention de religieux, etc., oui, pour régler un certain nombre de problèmes. Tout le monde sait, si vous avez des problèmes, la première chose que vous faites, c'est aller à Touba, aller à Tivaouane. Ce qui est une bonne chose. C'est pour cela que je dis,
que nous avons un problème d'institution. Ces personnalités, ces autorités religieuses qui ont des représentants, ces autorités religieuses qui règlent des problèmes politiques, des problèmes sociaux, etc., il faudrait que dans l'organisation institutionnelle, qu'elles se sentent là-dedans. Et c'est ça qui va faire avancer davantage le Sénégal. On les consulte, peut-être il faudrait le formaliser. C'est ça, il faut formaliser par une autre façon, mais ce n'est pas tout simplement les chefs religieux. Quand je parle d'institutions inclusives, c'est valable pour les paysans, c'est valable pour les jeunes, c'est valable pour les femmes, c'est valable pour le secteur informel, parce que ce sont les segments essentiels qui forment l'ossature de notre pays. Oui. Mais à part vous et moi, qui avons été à l'école française, comme je l'ai dit, qui sommes accaparés de l'appareil d'État, les autres qui constituent la grande majorité, sont les parents pauvres. Oui. Monsieur le ministre d'État, une restructuration des entreprises nationales en difficulté comme la LONASE, le CICES ou bien la Poste, d'après votre expérience dans l'administration sénégalaise, devrait passer par quoi? Les entreprises en difficulté, vous savez, je ne sais pas qu'est-ce que le PSE pense sur ces entreprises en difficulté. C'est dommage. Je l'ai dit, je le répète, j'appelais le PSE le plan Sénégal pour l'étranger ou le plan Sénégal pour l'Europe. Parce que, mais c'est vrai. Comment pour l'Europe? Toutes les entreprises qu'il y a ici, l'essentiel des entreprises qui font notre économie nationale sont les entreprises étrangères. Ce sont les entreprises étrangères. Et c'est quoi? C'est 24% du produit intérieur brut. Vous verrez rarement des Sénégalais représentatifs de façon réelle dans le secteur industriel. Or, on a beau parler du développement de l'agriculture, etc., s'il n'y a pas de nationaux qui sont favorisés pour se transformer en capitaine d'industrie, nous n'irons nulle part. Le monde, c'est vrai, c'est les trois secteurs, l'agriculture, les services, l'industrie. Oui. Mais à mon avis, il faudrait qu'on mette davantage de ressources et de programmes, de projets dans l'industrialisation. Nous n'avons pas besoin d'avoir de grandes industries. Allez voir ce qui se passe en Inde. Tout est adapté selon leur réalité. Moi, la première fois que je suis allé en Inde, j'ai été frappé parce que l'hôtel dans lequel j'étais, mais la pâte dentifrice, les savons, etc., c'est des fabrications locales, rudimentaires, mais quand même faites par des Indiens. Mais est-ce que nos entreprises sont assez outillées pour produire ces d'objets? Tout est possible. Tout est possible. Il suffit tout simplement d'avoir une bonne organisation. Vous prenez, par exemple, le secteur agricole. La transformation. La première étape de transformation doit se faire en milieu rural. Parce que, j'entends, c'est là où je ne suis pas d'accord d'ailleurs. Enfin, sur beaucoup de points, je ne suis pas d'accord avec le PSE. Ils veulent considérer que l'agriculture peut régler le problème de l'emploi. Ce n'est pas possible. Dans aucun pays du monde, l'agriculture n'a réglé le problème de l'emploi. Ce n'est pas sa vocation. Ils en ont fait une force motrice du PSE. Ce n'est pas sa vocation. Ce n'est pas la vocation de l'agriculture. Par contre, la valorisation, la valeur ajoutée dans les produits de l'agriculture, effectivement, peut développer de l'emploi en milieu rural et d'autres activités non agricoles. C'est sur ça qu'on doit travailler davantage après la production. N'est-ce pas? Ces grandes entreprises dont on parlait, vous m'avez parlé de quoi? La LONASE, le CICES, la Poste. Le CICES, vous savez mon idée là-dessus. Je l'ai dit et redit. J'ai dit que ce CICES-là, il faut le donner à l'université pour délocaliser certaines facultés de l'université Cheikh Anta Diop qui est pléthorique. Le CICES, vous le transformez là-bas, vous le transférez là-bas à Diamniadio. Tout est là pour abriter des facultés disponibles, opérationnelles. Bon, peut-être parce que je suis de l'opposition, je l'ai dit, ils ne le font pas. Ils ont préféré aller faire des chapiteaux. Vous avez entendu les étudiants, hein, ils commencent à crier parce qu'il fait très chaud, etc., etc. Quand la pluie arrivera, ce sera pire. Vous voyez, l'avenir de nos étudiants est plus important qu'une foire. Encore que, ils ont la possibilité d'avoir une foire à Diamniadio. La foire, ce n'est plus sa place ici. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a beaucoup de problèmes au Sénégal. Oui. Et j'ose espérer que
dans cette logique... Le pouvoir oui. mettra sur la table du dialogue toutes ces questions. Oui, il faut qu'il ouvre même le PSE, qu'on en discute. Il veut que ce soit un plan pérenne, n'est-ce pas? Jusqu'en 2035. C'est l'occasion pour eux d'en discuter avec nous. Mais on est dans la phase de mise en œuvre. Mais n'empêche, on peut toujours le parfaire. Il y a beaucoup d'imperfections dans le PSE. Ils ne me contrediront pas. Moi, je les ai invités à un débat avec des gens du pouvoir pour qu'on en parle. Lesquels, quelques points, par exemple? J'en ai tellement parlé que je disais, par exemple, des choses terre à terre. Le PSE ne sait même pas combien de Sénégalais nous sommes. Vous allez dans une phase, ils vous disent que nous sommes 13 millions. Vous allez dans une autre, ils vous disent que nous sommes 14 millions. Vous allez ailleurs, ils vous disent que nous sommes 12 millions, etc. Le PSE ne sait même pas la contribution de l'industrie dans la formation du produit intérieur brut. Vous allez quelque part, ils vous disent c'est 24%, ailleurs, ils vous disent c'est 12%, etc. Le PSE ne prend pas en charge le secteur informel. Or, au Sénégal, on sait que 9 entrepreneurs sur 10, ce sont des secteurs informels, etc. Le PSE veut régler le problème de l'emploi par l'agriculture. Ce n'est pas possible. Depuis sa naissance, je l'ai dit ici, dans l'Égypte ancienne jusqu'à présent, le rôle de l'agriculture, c'est de développer la productivité par l'utilisation de nouvelles technologies pour libérer de la main-d'œuvre pour d'autres secteurs tels que l'industrie. C'est une fausse route. Oui. Vous allez partout dans le monde, les pays développés, etc. La population agricole en France, aux États-Unis, au Japon, c'est 4%. Nous avons 70% de la population qui n'arrive pas à nourrir 14 millions ou 13 millions de Sénégalais. Il y a un problème. Il faut qu'on en discute. Oui. C'est valable pour tous les secteurs de l'économie sénégalaise. Donc, si le président Macky Sall veut que son PSE soit pérenne, il faut qu'il ouvre à l'opposition parce qu'il ne s'est pas concerté avec nous. On lui donnera nos idées, on dira ce qu'on en pense, etc. On prendra ce qu'il y a de meilleur. Vous aurez l'opportunité dans le cadre du dialogue national. J'espère qu'ils le feront. Tout dépend de lui. Et puis, mais il faut qu'il le pose sur la table. Oui. Dans la foulée, l'administration sénégalaise garde-t-elle ses performances au constat surtout de ses échecs? Vous savez, vous parlez d'un autre commis de l'administration. Depuis 1983, ça fait combien d'années? 32 ans, n'est-ce pas? 33 ans, je suis fonctionnaire, haut fonctionnaire de l'État. Je suis supposé connaître un peu cette administration. Je l'ai dit aussi, répété, qui est l'une des meilleures administrations du monde. Mais classique. L'est-elle toujours? Classique. C'est-à-dire qu'il faut l'adapter aux réalités actuelles. Et là aussi, c'est une des tares du PSE. Ça devrait commencer par ça, la réforme de l'administration. Parce que nous avons On a eu le forum sur l'administration. Oui, je n'ai pas très bien suivi, ce n'est pas le format qu'ils ont adopté, parce que la déperdition qu'il y a dans les collectes de fonds au Sénégal, c'est immense. C'est presque le double, le 5 fois ce qui est collecté. Que ce soit dans tous les services, impôts, douane, commerce, environnement, etc. Et ça, vous ne pouvez pas y arriver si vous ne procédez pas à une réforme d'abord de l'administration. Nous pouvons augmenter substantiellement le budget du Sénégal très rapidement, sans de gros efforts. Mais il faut connaître l'administration. Savoir par où passer, savoir comment parler aux administrateurs pour y arriver. Et après, et on va avoir une administration performante. J'avoue que l'ancien ministre des Finances, Mamadou Diop, qui est à la Banque mondiale. Abdoulaye Diop. Qui est à la Banque mondiale, non, Matar Diop. Matar Diop. Il avait très bien compris. Il avait enclenché. Malheureusement, après, il est sorti du gouvernement et il n'y a pas eu de suivi. Et l'administration sous Wade? L'administration sous Wade, c'était Abdoulaye Diop, c'était Matar Diop était là-dedans. Je vous ai dit que Wade a essayé de valoriser, n'est-ce pas, les corps de l'administration, mais la réforme réelle, pour en faire une administration moderne, n'est-ce pas, adaptée aux situations actuelles où nous sommes dans un monde concurrentiel, où il faut aller vite et être performant, nous ne l'avons pas réalisé, pour dire la vérité. On parle de réformatisation de l'État. Oui, il ne suffit pas tout simplement d'informatiser. On a même distribué des ordinateurs aux ministres oui, en plein conseil. Tout ça, c'est rien. C'est le contenu. Il y a même un logiciel qui a été créé. Oui, mais c'est le contenu qui est important. Réformer l'administration, la rendre performante, en faire une administration de progrès, ce n'est pas donner tout simplement
des ordinateurs aux ministres. Ça avait commencé sous l'ère Wade. Tout ça sont des idées d'Abdoulaye Wade qu'il avait commencé même à mettre en œuvre. Ah oui. Hein, oui. Il ne tolérait pas que le ministre ne puisse pas utiliser son ordinateur, ça c'est sûr. Donc, le président Macky Sall étant un élève d'Abdoulaye Wade, il était dans le gouvernement, il sait très bien comment ça marchait. Il n'a fait que continuer, et c'est une bonne chose. Oui. Mais il faut aller au-delà. 200 millions pour le Haut Conseil des collectivités territoriales, un budget colossal ou bien raisonnable? D'abord, moi, je ne suis pas d'accord pour ce Haut Conseil. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à la place, j'aurais mis un conseil religieux auprès du président de la République, qui aurait beaucoup plus de sens. On va donner du pouvoir à ceux qui ont encore du pouvoir. Coopter par-ci, par-là, des Caser clients, une clientèle politique. Caser, comme vous le dites, une clientèle politique. À l'instar du Conseil économique et social, je ne vois pas qu'est-ce que ça va apporter de plus à notre pays. Franchement, je ne vois pas. On pourrait bien se soir à cela, bon, mais comme le président de la République a décidé de le faire, il n'a qu'à le faire, on verra. Ce sera contre-productif, à mon avis. Monsieur le ministre d'État, votre mouvement Vision pour un Sénégal nouveau, Yessal, tient-il toujours? Oui, il est toujours là, je vous l'ai dit, c'est un courant de pensée qui n'est pas officiel dans le PDS, parce que j'ai ma conception de l'État, j'ai ma vision du Sénégal, j'ai des propositions pour notre pays, etc. J'ai une ambition pour ce pays, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, moi, je ferai Habib Sy président de la République, ferait mieux que Macky Sall et plus que son maître a pensé à Abdoulaye Wade. C'est pour cela que j'ai créé. C'est un challenge. Mais bien sûr, j'en suis sûr. Si je ne me sentais pas ces capacités, si je ne me sentais pas cette vision, je n'allais pas le dire, je n'allais pas créer mon mouvement. Et le mouvement en fait, est-il représentatif? Je dis, c'est une ambition. C'est une ambition. N'est-ce pas? J'espère que vous me comprenez très bien. Je n'ai pas encore mené de grandes activités à l'intérieur du pays. Je suis allé quelque part, Saint-Louis, Mbourg, etc. Mais on verra ce que nous réserve l'avenir. Oui. Le terme Yessal, vous le partagez avec Modou Diagne Fada. Qu'en est-il? Il me l'a chippé, mon jeune frère. Il sait très bien que c'est moi qui l'ai utilisé en premier. Bon, j'ai entendu sa réponse. Il dit que je n'ai pas de parti politique, mais ce n'est pas eu de raison. Il faut qu'il creuse sa mémoire pour trouver autre chose. N'est-ce pas? Il faut... Vous le lui concédez ou bien? Malheureusement, je ne l'ai pas sécurisé, comment on dit? Au bureau des droits. Au bureau de la propriété intellectuelle. Mais je crois que l'honnêteté intellectuelle l'aurait poussé à ne pas l'utiliser. Mais ne vous en faites pas. Ça ne me dérange pas. Je suis un vieux politicien. Je sais ce que j'ai à faire. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous le saurez le moment venu. Monsieur le ministre d'État Habib Sy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et leader du mouvement Vision pour un Sénégal nouveau, Yessal Sénégal, et vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Je vous remercie, Madame Baquet. Je vous souhaite un heureux ménage. Merci. Et un bon mois de cordialité. Et féliciter, comme je l'ai dit au début, tout le groupe Walfadjri, qui est une référence dans ce pays. Priez pour que notre pays, le Sénégal, fasse partie des meilleurs pays au monde. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Aline Badara Ndiaye pour la réalisation, Oustaz Hassan Diouf pour la coordination, Ndelamar pour les soins esthétiques et Ousseynou Sall pour la décoration. Excellente semaine à vous. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.